Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que s'est-il passé cette fois en Crimée donc ? Eh bien, c'est une nouvelle opération d'envergure lancée contre des bases arrières russes qui a donc été menée. Entre 10 et 15 drones au total, comme celui-ci selon les Russes. Il s'agit des Mujin 5 Pro de fabrication chinoise, des drones commerciaux qui peuvent voler à une vitesse maximale de 150 km/h, convertis en drones kamikazes en les chargeant d'explosifs. Un raid en bonne et due forme mené à partir de cette base que vous allez voir sur la carte, l'aérodrome d'Odessa, et puis de celle-ci aussi qui se trouve plus au sud, plus proche de la frontière avec la Moldavie. Ces drones ont tous décollé en même temps. Tôt ce matin, ils allaient tous dans la même direction, la Crimée contrôlée par Moscou, et ils visaient, selon toute vraisemblance, le port militaire de Sébastopol qui se trouve ici, ou d'autres cibles militaires. Moscou n'a pas cherché à le cacher et a communiqué à ce sujet quelques heures plus tard. Une tentative du régime de Kiev de mener une attaque massive de drones sur des installations de la péninsule de Crimée a été déjouée. Déjouée parce que les drones ont été interceptés ? Oui, ils auraient tous été détruits alors qu'ils approchaient leur cible. Les blogueurs militaires russes publient ces deux photos de débris. Nous sommes près de Saki, à 50 km à peine au nord de Sébastopol. Il n'empêche que c'est une nouvelle alerte de taille pour la Russie. Vous le disiez hier, 4 attaques aux drones ont frappé le sol russe en profondeur, et notamment ici, celle qui se trouve à peine à 100 km de Moscou. Voici également les premières images de l'avion russe AWACS qui a été mis hors service à Minsk, en Biélorussie, il y a 48 heures. Bref, 3 attaques d'ampleur en 3 jours, en profondeur et contre les bases arrières russes. Est-ce le signe d'une nouvelle stratégie ukrainienne de déstabilisation de l'armée russe ? Certains estiment que cela pourrait aussi être le prélude d'une contre-offensive. Alors l'Ukraine a-t-elle les capacités de poursuivre dans cette voie ? Je vous laisse en débattre. Merci Justine pour cette présentation, comme à chaque fois. Merci. Motus et bouche cousue côté ukrainien, qui n'a jamais revendiqué les quelques actions menées sur le territoire russe notamment, voire en Crimée, mais qui les revendique sans le dire. Quand on interroge les responsables ukrainiens, ils disent il y en aura d'autres. On va en commettre, enfin, ils disent pas on va en commettre d'autres. Ils disent il y en aura d'autres, mais c'est pas nous. Oui. Bon, c'est une façon de le dire sans le dire. Il n'empêche que là, en 3 jours, il y a une succession de ces raids qui impressionnent d'une certaine manière. Même si là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de dégâts. Est-ce que ça vous impressionne, vous aussi, Pierre ? Alors, comment dirais-je ? Ça fait toujours un peu prétentieux de dire non, on n'impressionne pas, etc. Non, si, parce que écoutez, depuis plusieurs semaines, on parle beaucoup de la contre-offensive ukrainienne, donc le débat se portait plutôt sur des attaques au sol, etc. Et là, ils font ça. Pourquoi ça ne me surprend pas ? Parce que dans le passé, ils l'ont déjà fait. Rappelez-vous. Pas à ce rythme-là, quand même. Alors, effectivement, pas tout à fait à ce rythme-là, mais vous aviez eu des attaques de drones navals qui avait été une surprise énorme, surtout certains de ces drones étaient parvenus, donc des bateaux, enfin si vous voulez, c'est un peu des jet skis allongés, chargés d'explosifs, qui étaient parvenus à pénétrer dans le port de Sébastopol, qui théoriquement est très solidement protégé, pour aller frapper le successeur du Moskva, le bateau amiral qui repose au fond de la mer Noire. Et donc vous avez un autre bâtiment qui l'a remplacé, qui était donc à la tâche dans le port de Sébastopol et qui a été touché avec d'autres bateaux. Pourquoi je ne suis pas surpris ? C'est parce que je trouve que les Ukrainiens sont inventifs. Ils ont une capacité de transformation parce qu'ils ont un héritage soviétique, notamment dans le domaine de la robotique, des avions, de l'avionique, des turbos. C'est pour ça d'ailleurs que les Turcs s'étaient rapprochés d'eux pour essayer de faire une joint venture, une société commune, pour créer des drones de nouvelle génération. Les Turcs ont vendu des drones qui sont très efficaces à l'Ukraine, mais avant la guerre, ils étaient en train de préparer un partenariat, parce que notamment dans la ville de Dniepro, c'est une ville qui était très connue à l'époque soviétique pour son industrie aéronautique. Alors, sur le drone naval, c'est pas de l'aéronautique, mais il y a une capacité des ingénieurs, des ouvriers d'armement de créer des choses nouvelles qui fait que je suis pas surpris. Mais ce qu'il y a, c'est que là, il y a une séquence intéressante avec à la fois de l'action psychologique, c'est-à-dire des faux appels, une opération cyber
pour lancer des appels à la population russe sur Moscou en disant des missiles vont tomber. Ça, c'est intéressant comme capacité à, comment dirais-je, perturber le quotidien des Russes à certains endroits un peu stratégiques, des villes importantes. Saint-Pétersbourg aussi, où des avions de ligne ont dû faire demi-tour parce qu'il y a eu une fausse alerte qui s'est répandue là-bas. Le métro de Moscou, alors on ne sait pas si c'est un accident ou un attentat, plus toute la gamme qu'on a vue effectivement hier et dont vous avez largement débattu, de différents types de drones d'ailleurs, dont certains, je ne sais absolument pas quel type de drone, à quoi ça correspond, certains sont des drones d'observation, et puis là tout d'un coup cette pluie-là. Donc quand je dis que je ne suis pas surpris, c'est que ils en ont les moyens techniques. Ils en ont les moyens, ils sont inventifs, ils ont simplement une limitation, ils ne peuvent frapper la Russie et même la Crimée qui est ukrainienne qu'avec des moyens purement ukrainiens, 100% ukrainiens. Pas d'armes occidentales. Pas d'armes occidentales, donc ils transforment pour frapper, vous vous rappelez, à la fin de l'année dernière, à 400, 500, 600 km dans la profondeur russe, sur des aérodromes stratégiques, ils avaient utilisé des vieilles bombes volantes de type soviétique qu'ils avaient complètement remasterisées, refitées, etc., qui n'avaient pas été interceptées, etc. Donc, mais Pierre, on a l'impression que ils peuvent nous surprendre encore. Ce qui était l'exception devient un peu la règle. C'est-à-dire, on ne s'interdit plus de frapper régulièrement, tous les jours en ce moment, tous les jours, toutes les nuits, et assez massivement. Quand il y a une quinzaine de drones, là ils sont interceptés. Enfin, c'était pas le cas hier, c'était pas le cas avant-hier, et que d'une certaine manière, ce qu'ils réservaient à des coups uniques autrefois contre le Moskva, contre le pont de Crimée, maintenant ils le font comme une stratégie d'ensemble. Et on peut s'attendre, à mon avis, à ce que, surtout si c'est un prélude à autre chose, que vous ayez d'autres vagues. Parce que quand ce genre de choses est planifié à l'avance par l'état-major ukrainien, vous faites une planification, et si vous voulez vraiment avoir un effet important, qui est surtout un effet psychologique... Surtout un effet psychologique. Pas ça qui va... Alors, si vous voulez, l'AWACS qui se fait taper... Alors, possiblement par de la résistance intérieure biélorusse, hein, il y a différentes choses, mais ça peut se coordonner, se concerter. Vous avez en Russie quand même régulièrement différents points, dépôts de carburant, centres de recrutement qui brûlent. Bon, tout ça, c'est des piqûres d'aiguilles dans un territoire que Sylvie connaît par cœur, qui fait qui fait 30 fois la France, 9 fuseaux horaires. Donc, évidemment, même si vous faites un coup de piqûre d'aiguille à Moscou, en Bouriatie, enfin, ou en Sibérie, ça n'a aucun impact. Mais n'empêche que c'est un travail psychologique et c'est aussi un renversement de la souffrance que les Ukrainiens subissent, d'être obligés d'avoir des alertes, d'avoir peur, etc. Et les Ukrainiens essayent de le faire de l'autre côté. Donc, à mon avis, normalement, on est au début de la planification d'autres types de frappes. On verra peut-être. Je n'ai pas d'informations, sinon je ne les donnerai pas, parce que je ne dévoilerai pas les plans ukrainiens que je ne connais pas. Mais vous pouvez avoir d'autres opérations par les drones navals qui étaient quand même extrêmement spectaculaires. Et les Ukrainiens, jusqu'à présent, ont frappé, à mon sens, au moins une trentaine de fois. Enfin, avant ces dernières frappes, une trentaine de fois le territoire russe. Rostov-sur-le-Don, Belgorod, les différents aérodromes dans la profondeur russe. Essentiellement psychologique. Oui, je suis entièrement d'accord. Oui, c'est très psychologique. D'abord, le niveau de destruction que ça cause, que ces attaques de drones causent, est sans commune mesure avec la destruction provoquée en Ukraine. Hein. Quand vous voyez les images, ça n'a rien à voir. Et les moyens utilisés sont aussi sans commune mesure, pour autant qu'on puisse en juger. Mais je crois que c'est une façon de tester la défense antiaérienne russe et de montrer qu'il y a des vulnérabilités. C'est-à-dire, une fois de plus, on connaît la supériorité militaire de la Russie, ou c'est ce qu'elle est censée être, la deuxième armée du monde, théoriquement. Et voilà, avec des drones, on arrive à franchir ces défenses antiaériennes. À aller assez loin à l'intérieur. Aller loin, voilà, aller en profondeur, à 100 km de Moscou, apparemment. Et voilà, finalement, on y arrive et ça n'est pas une muraille infranchissable. Donc je pense que il y a ce facteur psychologique important. Et puis, comme vous disiez, il y a cette limite que ça montre aussi les limites que s'imposent les Ukrainiens et que les Occidentaux imposent aux Ukrainiens. Vous voyez, on dit toujours ce sont les Ukrainiens qui décideront jusqu'où iront la guerre ou à quel moment on doit l'arrêter, etc. Mais on est bien d'accord que ce sont aussi les Occidentaux qui décident en leur livrant les armes qui leur permettront, dont la longueur, enfin, dont la portée, parce que pour l'instant, les armes
qui ont la plus longue portée ne sont pas livrées, ou alors celles qui sont livrées, c'est avec un accord, d'accord, vous ne les utilisez pas à telle profondeur dans le territoire russe pour que les Occidentaux ne puissent pas être accusés d'être co-belligérants ou trop impliqués dans cette guerre. Donc voilà, là, on est vraiment dans cette espèce d'approche et de probablement d'une opération qui préfigure la contre-offensive ukrainienne qui devrait venir. Et quand vous dites action psychologique à destination de l'armée russe, du pouvoir russe ou de la population? Alors sans doute de la population, mais après, qu'en sait la population? Je pense que c'est le sujet dont on parlera aussi tout à l'heure. C'est difficile à dire. Oui, et ça peut être aussi... Sans doute pas grand-chose. Pas grand-chose, et ça peut être aussi pour la population ukrainienne, pour montrer que les forces armées ukrainiennes sont actives aussi en territoire russe. Vincent, il se joue quelque chose d'important là ? Symboliquement, oui. Moi, j'y vois, comme souvent dans les initiatives un peu inventives et audacieuses de l'armée ukrainienne, une sorte de frappe à cibles multiples. Les Russes, évidemment, démontraient leur vulnérabilité, on le disait à l'instant. Les Ukrainiens, nous ne sommes pas seulement dans la résistance, dans une période où, notamment sur le front Est, les journées sont âpres, voire sanglantes. Et puis, là encore, je crois, un message aux alliés. Il y a une sorte d'impératif stratégique à montrer que, dans une période où l'on attend l'arrivée d'armements lourds, significatifs, qui sont censés être des game changers, comme on dit en anglais, qui vont changer la donne sur le terrain, eh bien, on ne reste pas dans la passivité, on est agressif, etc. Ce qui me frappe également, c'est que, message aux alliés là encore, la Crimée reste et restera une cible légitime, car elle appartient, au regard du droit international, au territoire ukrainien. C'est-à-dire que si vous imaginez, vous les Russes, peut-être vous les Américains, que nous allons transiger avec une amputation d'une partie de notre territoire, nul ne sait ce qu'il en sera dans 2 ou 3 ans, mais en tout cas, à l'instant T, c'est exclu. Dernière remarque, je suis frappé par la réaction de Moscou, pour inverser un peu les facteurs. Attaque massive, n'exagérons rien. Certes, un essaim de 10 à 15 drones, d'ailleurs des drones chinois, petit clin d'œil quand même par rapport au débat que l'on sait, militarisés, avec effectivement ce savoir-faire ukrainien. Mais ce n'est pas une attaque massive, soyons sérieux. Donc mais c'est toujours la victimisation. En revanche, ça sert absolument, j'y venais, ça sert exactement la rhétorique, disant, vous voyez, c'est bien la preuve, et ça c'est un message qu'on adresse aux Russes dans leur ensemble, on y reviendra tout à l'heure, c'est bien la preuve que nous sommes la victime, nous sommes la nation agressée par le pantin de l'Occident global qui veut la mort de la Russie éternelle. Jean-Claude, au-delà de la question de avec quelles armes on effectue ces raids, on a quand même le sentiment que l'Occident et même les États-Unis ne sont pas spécialement favorables à cette stratégie-là, celle d'aller frapper le territoire russe ou d'aller frapper les Russes en profondeur, parce que la Crimée n'est pas le territoire russe. Les Ukrainiens s'émancipent d'une certaine manière. Alors, ils s'émancipent et il ne nous aura pas échappé que tout cela intervient une semaine après la séquence Biden, les États-Unis qui sont derrière l'Ukraine. Et Biden a rappelé nous sommes derrière vous autant qu'il le faudra. Et nous vous fournirons tout ce qu'il faudra pour pouvoir arrêter en tout cas faire en sorte que vous la gagniez. Mais on sait que le gouvernement américain commence à réfléchir aux différentes portes de sortie. On sait bien que les républicains de leur côté disent ça nous a coûté déjà beaucoup d'argent. Donc en réalité, ce sont les Américains qui diront à un moment donné à Zelensky, on va dans tel ou dans tel autre sens, quoi qu'ils en disent publiquement. Et donc, Zelensky a intérêt à montrer, puisqu'on est dans une guerre de communication, il a intérêt à montrer, nous pouvons encore résister, nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin de votre appui militaire, et nous avons besoin d'argent. Là, quand vous dites ça, on pense au front. Oui. On pense au Donbass, on pense au front sud. On ne pense pas forcément aux frappes en profondeur pour toucher l'ennemi en profondeur. Mais vous avez raison, sauf qu'aujourd'hui, Zelensky sait qu'il est dans une course contre la montre, c'est maintenant qu'il doit convaincre ses alliés occidentaux par tout moyen, peu importe, par tout moyen. Et ça en fait partie. Et ça en fait partie, il doit convaincre. Vous savez, l'opinion publique occidentale, qu'est-ce qu'elle regardera ? L'opinion publique américaine se dira,
ils tapent, alors peu importe l'impact, mais ils tapent, ça a de l'effet, et donc il faut les soutenir. L'Américain, j'ai envie de dire lambda et le Pentagone, l'Américain lambda, mais aussi le Pentagone, diront, ben voici, il y a des réactions, il nous faut être derrière. Et pour emporter la position politique, ils ont besoin de ça. Je pense qu'on est sur une guerre de communication à ce stade, au-delà de... Et moi, je partage complètement ce qui a été dit jusqu'à présent. Il y a une deuxième chose également que je voudrais ajouter, c'est que quel que soit l'impact sur le terrain, Zelensky a aussi besoin de continuer à mobiliser ses troupes, parce que psychologiquement, on a dit, on oublie souvent depuis... Oui, mais Jean-Claude, l'Ukraine ne revendique pas ses frappes. Oui, Elle n'en revendique pas la force devant son opinion. On l'a bien compris, et j'ai envie de dire, peu importe celui qui l'a fait finalement. Moi, je constate simplement, je vais être modestement avocat, je constate des faits. Les faits, il y a des tirs. À qui peut bénéficier l'attaque ? Eh bien, moi, je constate qu'entre autres avantages, et nous avons parlé des intérêts militaires, je constate simplement que ça peut être un moyen de renforcer les militaires sur le terrain ukrainien et la population ukrainienne qui en prend plein la figure, parce que ce sont quand même des bombes, ce sont quand même eux qui souffrent, et de dire on va continuer. Donc, c'est une façon de dire mobilisons-nous, sachant qu'en face, n'oublions pas que Poutine nous a dit que lui, au contraire, avait tout son temps. Et c'est là où il faut parvenir, me semble-t-il, à tout mettre en œuvre pour pouvoir mobiliser les forces, qu'elles soient internes ou qu'elles soient externes, à commencer par les alliés. Il dit qu'il a tout son temps, et ça nous renvoie sur le sujet qu'on va aborder, mais vous vouliez rajouter quelque chose? Juste vraiment d'un mot, je repensais à la planification. Regardez, il y a eu Mariupol. Des frappes sur Mariupol, on s'était interrogé quel type de missiles. Mariupol, c'est le symbole... Frappe ukrainienne sur Mariupol. Frappe ukrainienne sur Mariupol en cours de reconstruction et de russification. Donc vous avez eu ça. Après, vous avez eu les frappes, différentes frappes en Russie et différents incidents, actions indirectes en Russie. La Biélorussie, même si c'est de la résistance intérieure qui arrive dans cette séquence, et cette séquence sur la Crimée. C'est très cohérent. C'est très cohérent, c'est-à-dire que ça tape, si vous voulez, des objectifs stratégiques. Alors, le résultat, enfin, comment dirais-je, l'action elle-même, la construction de l'opération, elle est tactique, ça ne bouleverse pas. Mais regardez la complémentarité des cibles. Donc, si je continuais à gamberger, il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire pour continuer dans ce sens-là. Dites-nous. Non, mais je vais pas. Voilà. Donc ça. Vous avez pris le soin d'indiquer que c'était pas des informations, Oui. C'était plutôt le stratège militaire qui réfléchissait. Donc vous pouvez nous dire à quoi vous penseriez. Non, mais simplement, pour moi, ce qui est un peu d'habitude de la planification dans les états-majors, c'est une planification d'état-major. C'est une construction qui est faite à l'avance. Et a priori, quand vous avez commencé ça, bah, vous n'arrêtez pas, surtout dans la période actuelle où Bakhmout pourrait tomber dans les jours qui viennent, et donc ça permet aussi, si vous voulez, de renverser la manœuvre. Tout ça pour dire, pour terminer, les téléspectateurs de LCI le savent, parce qu'on a beaucoup insisté, dans les guerres modernes, la communication, l'action psychologique, la recherche d'impact par le cumul des effets sur des cibles complémentaires, ça fait partie de la guerre moderne, et là-dessus, les Ukrainiens sont bons. Oui. Sur le registre tactique, très brièvement, on sait très bien que la culture militaire ukrainienne permet la surprise, l'incertitude, qui est un atout considérable. Si on est presque dans une logique de harcèlement, le message qui est délivré aux Russes, c'est « nous allons attaquer au moment que nous aurons choisi, mais il y a une suffisante diversité dans nos initiatives pour que vous ne sachiez pas où ni comment. Et l'une des hypothèses, ce serait par exemple un effort autour de Melitopol qui permettrait de briser en quelque sorte la ligne sud russe et qui mettrait la Crimée à portée d'artillerie. C'est, semble-t-il, un des scénarios qui sont à l'étude aujourd'hui. Bien.